Explique-moi un peu, Sifflet. On va parler de Full Data Stack Observability. Du coup, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Wissem, je suis cofondateur et CPO de Sifflet. Rapidement, sur l'historique de l'entreprise, Sifflet a été lancé il y a 1 an et demi par 3 cofondateurs qui sont tous passés par les problématiques qu'on essaie de résoudre aujourd'hui. Ma cofondatrice et CEO, elle était chez Goldman Sachs et elle a build l'équipe data from scratch pour justement résoudre aux pains naissants de data quality. Notre CTO et mon cofondateur, il est intervenu dans plusieurs entreprises de plusieurs tailles, toujours pour aider les data engineers à mieux contrôler la fiabilité de leurs données. Et personnellement, j'étais chez Amazon et Uber et j'ai beaucoup souffert de toutes les problématiques et j'ai beaucoup travaillé avec les équipes de engineering et product afin de ramener plus de fiabilité dans les pipelines de données. Et vous pouvez vous poser la question, c'est quoi la data observability? Je pense que vous pouvez tous être d'accord aujourd'hui que Juste l'histoire du nom, Sifflet. c'est le sifflet en français. Parce que parmi les choses qu'on fait, c'est vraiment d'alerter quand il y a des anomalies. Et du coup, on s'est inspiré du sifflet pour nommer l'entreprise. Merci. Et on voulait surtout garder la French touch dans notre ADN. Du coup, notre point de départ, c'est qu'aujourd'hui, avec toute l'évolution des cultures data dans les entreprises, avec les évolutions des technologies, on a de plus en plus de données qui sont disponibles à l'usage pour avoir plus d'insight et avoir plus de contrôle sur les décisions qu'on fait. Ces données, ça crée une certaine complexité parce qu'on a de plus en plus de data sources. On doit du coup gérer ces data sources avec des pipelines de données qui sont encore plus complexes. On a plusieurs types de patterns de stockage de données, une donnée structurée, une donnée non structurée. Et on a plusieurs choix dans l'entreprise et parfois on peut reposer sur plusieurs types de patterns au sein d'une même entreprise, ce qui finalement crée beaucoup de problématiques sur où est ma donnée, comment je peux lui faire confiance, quelles données je peux utiliser. Et ces problématiques-là, ça peut impacter des équipes métiers, ça peut impacter des consommateurs de données avec un profil technique comme des data scientists ou des data analysts, mais aussi ça impacte des data engineers dont le rôle, c'est vraiment de fournir cette donnée de la manière la plus fiable aux équipes pour qu'on en profite et on prenne les bonnes décisions. Aujourd'hui, il y a la moitié de toutes les équipes données qui passent leur temps à troubleshoot des problématiques de data quality. Et quand j'ai dit équipe data, ça peut être des data scientists, ça peut être des data analysts, ça peut être des data engineers. Tout le monde est impacté par ce genre de problématiques et ça peut avoir des conséquences néfastes pour les entreprises. Il y a eu pas mal d'accidents qui sont publics aujourd'hui. Je ne vais pas citer des entreprises, mais qui ont du coup eu un grand impact sur leur capitalisation en bourse, par exemple, etc., juste à cause de ce genre de problématiques de données. Et la solution pour ça, c'est la Full Data Observability. Et j'insiste sur le Full Data Stack Observability. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec tout l'avènement des technologies de cloud et les outils, ce qu'on voit, c'est que dans un stack, une data stack moderne d'entreprise, on repose sur plusieurs outils pour ramener la donnée de plusieurs data sources, que ce soit externe ou interne, pour la transformer. On peut reposer sur des outils comme Airbyte, Fivetran, pour citer les solutions qui sont pas mal utilisées. On peut transformer la donnée avec des outils comme dbt. On les stocke ensuite dans des data lakes ou data warehouse. Pour donner un exemple, BigQuery, Redshift ou Snowflake ou Databricks. Et ensuite, on consomme cette donnée, que ce soit de manière directe, en pluguant des BI tools, ou sinon, avec tous les outils de reverse ETL maintenant, on peut les pousser pour que ça feed de manière plus native dans tous les workflows de data. Aujourd'hui, la data observability, elle doit être full data stack. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de suivre tout le cycle de vie de la donnée pour comprendre d'où elle vient, comment elle est transformée, où elle est stockée ou par qui elle est consommée, afin de garantir un data monitoring actionnable qui permet du coup de non seulement détecter les anomalies le plus tôt possible quand ça arrive, d'identifier de manière la plus automatisée possible la root cause de ces anomalies, de identifier l'impact business afin de mettre les bonnes personnes dans la loupe et ensuite de garantir toute la collaboration qui peut du coup suivre dans la résolution et le troubleshooting afin d'assurer la scalabilité des data platforms et aussi d'être sûr qu'on ne met pas juste des patchs en réparant les data quality anomalies, mais plutôt qu'on résout les problématiques de la source même. Aujourd'hui, Sifflet est cloud agnostic et du coup, on peut se déployer sur n'importe quel cloud provider, GCP, AWS, Azure, et on peut même on-prem du moment qu'il y a du Kubernetes. Et aussi, on a nos autres
type de déploiement, un déploiement SaaS où Sifflé tourne sur notre cloud et en 10 minutes, on vous garantit, on vous livre la plateforme afin que vous puissiez l'utiliser day one. Maintenant, comment ça se traduit d'un point de vue produit? Du coup, comme je disais initialement, j'attends que l'écran refresh. Sifflé, c'est une full data stack, observability platform. On commence par consolider sur la plateforme toutes les data assets qui couvrent le cycle de vie de la donnée. Par un data asset, ça peut être une table sur Snowflake, ça peut être un modèle de transformation de données sur DBT, par exemple, ça peut être un dashboard sur Tableau, ça peut être un DAG sur Airflow qui orchestre toutes les exécutions des pipelines. Et du coup, nous, on consolide tous ces assets sur notre plateforme, on les catalogue pour qu'on puisse naviguer dans l'infrastructure de données, pour qu'on puisse trouver n'importe quelle réponse à n'importe quelle question que je peux me poser. Par exemple, où est-ce que je peux utiliser, voir cette métrique, où est-ce que je peux trouver la table que je peux utiliser pour mon modèle, où est-ce que je peux voir le DAG qui est responsable de ce type de transformation. Et on pool aussi toute la métadonnée, la documentation existante, afin de search sur toute cette métadonnée et aussi l'enrichir pour ramener sur la plateforme des backgrounds, des équipes différentes, équipes engineering, mais aussi des teams, des business teams. Pour tous les assets, on montre en real time le health status de ces assets. Par exemple, là, on voit qu'il y a une table sur Snowflake qui n'est pas fiable pour une raison qu'on va voir un peu plus tard. Et on voit aussi les assets qui ne sont pas monitorables. Comme ça aussi, on montre aux utilisateurs où est-ce qu'on est en train de monitorer les assets, qu'est-ce qui est couvert, qu'est-ce qui n'est pas couvert, et si c'est couvert, par quel type de data quality rules, et qu'est-ce qui est en train de fail, et qu'est-ce qui est en train de succeed. Maintenant, supposons ici, j'ai fait une recherche, si on se pose dans le contexte d'une plateforme de e-commerce, je fais une recherche sur les sellers afin de chercher une source de données qui peut me donner les informations nécessaires pour faire une analyse sur les données. Du coup, Sifflé, comme je disais, elle peut montrer toutes les assets qui peuvent répondre à mon type de recherche. Ça peut être des sources de données, ça peut être aussi des dashboards. Ici, l'objectif, c'est qu'on ne recrée pas les choses de nouveau. Si jamais il y a des dashboards existants qui sont déjà documentés sur Tableau ou Looker, pour donner des exemples Power BI, on peut search dessus et on peut consommer ces dashboards directement depuis Sifflé. Supposons que pour mon use case, j'ai envie de faire une analyse un peu plus poussée. Du coup, je vois qu'il y a une table sur Snowflake qui pourrait du coup, m'aider ou qui pourrait être la source de la donnée que je cherche. Je peux avoir du coup la description qui a été déjà documentée sur DBT. DBT, c'est un outil qui transforme la donnée, qui permet aussi de documenter les assets. Je peux aussi enrichir cette description avec d'autres backgrounds. Si jamais cette documentation a été faite d'un point de vue technique et il y a d'autres équipes métiers qui souhaitent rajouter une autre type de définition pour alléger un peu la technicalité de la définition et donner l'aspect business, on peut toujours contribuer et enrichir ce type d'informations. Je peux voir le schéma de cette table. Pareil, ici on a les champs qui sont déjà documentés. Si c'est une documentation existante, on la ramène sur Sifflé, on peut toujours l'enrichir. Je peux prévu la donnée. L'objectif ici, c'est d'avoir un échantillon qui me permet de savoir à quoi je pourrais m'attendre quand Sifflé va commencer à interagir ou quand je commencerai à interagir avec cette data source. Je peux avoir les règles de qualité qui sont dessus, qui sont définies soit par Sifflé ou par d'autres outils de monitoring. Ici, par exemple, on voit que ces utilisateurs, il a mis déjà des tests DBT dessus. Comme ça, on sait qu'est-ce qu'on est en train de monitorer. Et on peut compléter et augmenter ces tests avec l'environnement Sifflé. Et à la fin, je peux aussi voir le lineage. Et je veux insister sur le lineage aujourd'hui parce que ça fait vraiment partie de l'ADN de Sifflé. C'est ce qui rend tout le monitoring actionnable et c'est ce qui traduit notre approche full data stack. Aujourd'hui, on part d'une vue sur Seller qui est sur Snowflake, qu'on voit qu'elle n'est pas fiable et on aimerait savoir à la fois son contexte de création, d'où elle vient, comment elle a été formée, mais aussi où est-ce qu'elle est utilisée. Et du coup, si je peux commencer à naviguer à gauche, je peux voir qu'on a 3 tables en staging qui sont sur Snowflake, qui sont utilisées avec un modèle DBT pour transformer cette table-là. Et je peux continuer à naviguer dans le lignage de ces tables pour savoir d'où est-ce qu'ils viennent et quelle est la source de leur transformation. Et là, avec ça, on voit qu'on commence avec des raw data et on utilise ici dans cet environnement DBT pour les transformations. Par ailleurs, ce n'est pas un prérequis pour avoir ce type de lineage, mais notre approche, c'est qu'en connectant des outils et en prenant leurs métadonnées, on enrichit ce lineage pour avoir toutes les réponses à toutes les questions.
Maintenant, on peut rentrer même au niveau du champ. Et avec ça, je peux comprendre exactement comment les champs sont en train de se propager dans le cycle de vie de cette view par laquelle on a commencé sur Snowflake, comment sont les dépendances. Et si j'aimerais avoir plus de questionnements ou plus de détails sur ça, je peux limite aller voir le SQL derrière qui permet de créer cette table. Et avec ça, du coup, j'ai toutes les compréhensions sur s'il y a des joins ou des fonctions qui ont été utilisées pour créer cette vue. Maintenant, on a regardé à gauche le contexte de création. On peut maintenant aller voir à droite le contexte d'usage. On voit que cette table elle est pluguée à la fois à Looker et Tableau. Si on navigue dans Tableau, ici, on va naviguer dans le lineage même au sein de Tableau et vraiment passer par tous les objets de Tableau qui sont existants pour aller au dashboard qui est exposé à des équipes métiers. Et avec cette vue, on est en train de voir tout le flux de données d'une source qui est brute sur Snowflake qui a été transformé à plusieurs étapes pour être derrière servi à des équipes métiers sur un dashboard de Tableau qui est ici qu'on voit sur ce graphe. Maintenant, sur tout ce lineage, on voit le health status qui permet de comprendre mes assets, que ce soit upstream ou downstream, comment ils sont monitorés, et est-ce qu'il y a des anomalies qui sont détectées par Sifflet. Ce qui fait la transition maintenant sur la partie monitoring. Et aujourd'hui, avec Sifflet, on peut détecter n'importe quel type d'anomalie qui touche la donnée. Ça peut être une anomalie qu'on peut détecter à travers la métadonnée, mais aussi à travers la donnée en soi. Pour vous donner des exemples, là, je vais prendre aléatoirement une table sur Snowflake. Je peux, par exemple, monitorer des anomalies qui peuvent être détectées, impacter toute la table, comme par exemple, est-ce que ma table est complète? Est-ce que je suis en train de recevoir le volume que je suis censé recevoir en fonction de l'ingestion d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des doublons qui impactent cette table? Est-ce que je suis en train de recevoir la donnée avec la fréquence attendue? Est-ce qu'il y a un changement de schéma de cette table qui, si je ne suis pas au courant de ça, ça peut casser soit des pipelines ou ça peut casser pas mal de workflows pour des modèles de data science ou même des analyses qu'on fait en dehors de cette table-là. Ça peut être par exemple au niveau du champ, on peut monitorer la distribution d'un champ et alerter si jamais une déviation ou un changement qui arrive pour justement aider les data scientists à prévenir tous les sujets, enfin tous les problématiques de drift qu'on peut voir et qui peuvent passer inaperçus sans ce type de monitoring. On peut monitorer le profiling d'un champ s'il y a un spike ou sur les doublons ou sur les valeurs nulles et ainsi de suite. On peut monitorer tout ce qui est format validation, par exemple m'assurer qu'un champ qui représente une adresse email, c'est toujours des adresses email ou numéro de téléphone ou des UID, juste pour donner 3 exemples. Et je peux monitorer en fait toute métrique business ou n'importe quelle transformation d'une métrique business, que ce soit à travers des thresholds statiques ou des thresholds dynamiques. Dans le cas où d'un threshold dynamique, il y aura du coup un modèle qui va déployer pour apprendre de l'historique et détecter l'anomalie en fonction des attentes qui sont définies en fonction de l'historique de cette métrique. Maintenant, l'utilisateur, il peut venir ici, choisir le template qu'il souhaite mettre en place, mettre les paramètres, choisir une fréquence pour que ces règles elles se lancent selon une certaine fréquence. On peut être en near real time, on peut lancer des règles toutes les minutes si on souhaite. On choisit une criticalité, ensuite une destination de l'alerte. Ça peut être un message sur Slack, ça peut être une adresse mail, ça peut être un message sur Teams, PagerDuty ou tout ce qu'on souhaite en fonction du workflow qu'on souhaite mettre en place pour ce type de règles. Et je peux mettre un message optionnel. Par exemple, ça pourrait contenir les étapes par lesquelles on doit passer pour commencer la résolution de ces alertes. Maintenant, tout ce qu'on voit ici sur la UI, on peut le reproduire avec l'API. Comme ça, on peut rentrer d'une manière plus simple dans les workflows des data engineers et leur permettre du coup d'interagir avec l'outil selon leur pratique sans qu'ils changent vraiment d'habitude. Maintenant, toutes les règles qui sont créées, comme je disais, en fonction de comment on les paramètre, en fonction de la fréquence, on va... du coup, là, par exemple, on est en train de voir une règle qui monitore une business metric. Et du coup, Sifflet va établir, comme je disais, l'historique. Elle va set des expectations en fonction des historiques. Et à chaque fois, on voit des déviations. On va alerter l'utilisateur en fonction de ça. Et à tout moment, l'utilisateur ici peut venir et dire, en fait, ça, c'est une fausse positive, c'est une fausse négative, quelque chose qui est attendu. Par exemple, si il y a un changement structurel dans un métier qui fait que ce changement, on n'a pas observé dans le passé et qui résulte dans ce genre de changement, ce feedback va rentrer dans le modèle pour améliorer son accuracy et pour que la prochaine fois, quand ça tourne, on ne va pas
on va améliorer, du coup, on ne va pas faire le même mauvais jugement. Pour toutes les règles qui se créent ici, on crée des incidents qui permettent du coup de centraliser tous les efforts et streamliner la communication en interne sur la UI, où on peut donner des updates sur le niveau de la résolution et faire des post-mortem derrière qui peuvent être utilisés, même dans le futur, si il y a les mêmes anomalies qui se reproduisent une deuxième fois. Je vais passer vite pour le temps pour passer aux autres parties de la présentation. Et je vais faire un deep dive sur une des approches de sifflet qu'on appelle un flow stopper. C'est quoi un flow stopper? C'est ce qui va permettre de monitorer la donnée au plus tôt de le cycle de vie pour ne plus être en mode réactif, mais plutôt en être en mode préventif. Pour ce faire, j'ai pris une stack et un flow de données où on commence par un data lake sur S3, où on copie cette donnée dans Snowflake avec un Airbyte, on transforme la donnée avec DBT dans Snowflake et ensuite on branche dessus Tableau pour construire des BI dashboards. Et dans toute la partie ici de cette étape-là, elle est orchestrée par Airflow qui permet du coup d'exécuter tous les tasks de la manière avec laquelle le data engineer derrière, il souhaite orchestrer le flow. Avec le flow stopper, on peut mettre des règles de data quality dans le flow en soi afin de stopper le flow si on souhaite. Si on voit que, par exemple, en copiant la donnée, je vois un volume qui a baissé, du coup, qui peut être une anomalie que je ne souhaite pas faire propager dans la pipeline, ou ça peut être un problème de formatting ou des doublants. Sifflet, du coup, a des opérateurs natifs. Pour ceux qui sont familiers avec Airflow ici dans la salle, il suffit juste de configurer le DAG et mettre les étapes de check de sifflet programmatiquement. Par exemple, là, je prends un exemple simple. On commence par un dbt run qui du coup commence à initier l'environnement dbt et faire la transformation. Ensuite, je mets une règle sifflet qui va tourner et pour vérifier que la transformation s'est effectuée de la manière attendue. Et ensuite, si la règle elle est validée, on peut passer au reste des étapes du DAG. Là, par exemple, on génère la doc sur DBT et on finit le DAG. Et comme ça, la pipeline continue de s'exécuter. Tout ça, ça se fait avec notre opérateur. Ici, il suffit juste d'utiliser notre SDK et notre opérateur qui a été du coup développé pour Airflow. Il suffit juste de mettre les tests qu'on souhaite exécuter, choisir si on veut stopper le flow ou pas en fonction du use case et en fonction de ce paramétrage. Quand le DAG il run, il va du coup exécuter ce qu'on souhaiterait faire ici. Pour finir, je pense qu'on a fait le tour rapidement du produit. J'aimerais laisser du temps pour le Q&A. On fait assez souvent des product reveals où on montre les nouvelles product features sur des webinars en ligne et aussi on organise un summit toutes les années qu'on appelle Entropy. Entropy pour faire référence au désordre qui pourrait être créé dans les stacks de données et aussi on publie pas mal de posts sur notre blog et aussi sur notre page LinkedIn. Merci pour votre attention. Challenge sur à distance. Non, pas de questions dans la salle. L'honneur aux dames. Bonjour, je suis data scientist au groupe Meilleur-Taux. J'aimerais vous poser deux questions. La première, c'est quel est le périmètre applicable de votre lineage? La deuxième, c'est pour la partie Dynamic Threshold, quelles sont les sources et approches pour faire, que vous avez adoptées pour faire l'amélioration continue? Merci. Je vais commencer par la première. Aujourd'hui, du moment qu'on est dans un environnement cloud, avec des technos de cloud, le lineage, il est fait d'une manière automatique. Comment ça marche? C'est qu'on consolide toutes les logs et les métadonnées qu'on pool de différents outils et on reverse engineer le lineage en fonction de ça. Du coup,
on fait lignage de l'ingestion de BI du moment que justement on reste dans l'environnement cloud. Maintenant, on peut aussi programmatiquement, dans des environnements qu'on ne couvre pas, envoyer des informations de lineage à notre API. Il suffit de mettre un triplet entrée, transformation, sortie, qui du coup qui va être poussé dans nos algorithmes pour compléter d'autres vues du lineage qu'on risque de ne pas voir si jamais on a des use cases un peu spécifiques. Ça répond à la première question. Oui. D'accord. C'est pour la partie dynamique threshold. Ouais. Je voulais savoir, c'est quoi les sources et les approches que vous avez utilisées pour faire votre amélioration continue? Ouais. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est que par source de données, par l'anomalie qu'on souhaiterait éviter, on va déployer un modèle qui peut être configurable pour des utilisateurs qui sont avancés, où on peut avoir la main, par exemple, sur l'horizon de temps sur lequel on veut traîner le modèle, sur le sens sensitivité. Et du coup, ce modèle, il va run d'une manière continue afin d'apprendre et prendre en compte toutes les évolutions récentes qui peuvent arriver sur cette source de données, et avec le feedback, la feedback loop, où l'utilisateur peut donner du feedback et dire, par exemple, si on a un mauvais jugement, que c'est un fausse positif ou un fausse négatif, ça permet de retrainer le modèle en fonction de ce feedback en donnant plus de poids à ce retour afin d'améliorer l'accuracy. Vous faites ça à chaud, à froid ou les deux? C'est clair? Non, quoi, pardon? De faire les choses. Oui, bien sûr. On a une approche standardisée de faire les choses. Je ne peux pas trop rentrer dans le détail dans notre sauce secrète, malheureusement, mais on peut en parler plus en offline si tu souhaites. En tout cas, Meilleur Taux est un prospect chaud. Je vois ça. Ce que je comprends, bon sifflet. Lucas, tu avais une question? Merci pour la présentation sur ce beau sujet qui est l'observabilité et qui nous concerne un peu tous. Moi, j'aurais une première question. Vous avez montré que vous avez plein de sources de données en fait, que vous pouvez observer. Comment est-ce qu'on rajoute une source de données en fait? Est-ce qu'il y a une approche un petit peu automatisée où quand il y a des vues ou des nouvelles sources qui se créent, automatiquement elles sont remontées dans Sifflet, ou il y a une interaction manuelle à faire en fait? En fait, il n'y a aucune interaction manuelle. Nous, on a des connecteurs à tous les outils de la stack. Et en fait, pour chaque connecteur, on peut le schedule pour qu'il aille chercher, il aille refresh en fonction du schedule qu'on souhaite. On peut même faire que, par exemple, un connecteur Snowflake va aller chercher la méta de Snowflake toutes les minutes si on souhaite. Du coup, ça, c'est un premier type de refresh des sources. Et le deuxième, c'est qu'on peut le trigger programmatiquement avec des call API pour justement garder cette vue quasi real-time de ce qui se passe sur la plateforme de données. Ok, super. Et du coup, ma deuxième question va un peu être similaire à la première, mais c'est sur cette partie du lineage. Donc, si vous êtes capable, on va dire, automatiquement d'agrandir votre catalogue de données, comment est-ce que vous faites, ou est-ce que c'est possible que le lineage se mette également à jour automatiquement? En fait, à chaque fois, il y a une exécution du connecteur. On ramène toute la métadonnée, les logs qu'on utilise pour le lineage. On met à jour non seulement le catalogue et la documentation de ce catalogue en fonction qu'on va changer, mais aussi on met à jour le lineage. Par exemple, si pour une raison quelconque, on crée une nouvelle table ou on rajoute un champ dans une table existante, le lineage va se mettre à jour automatiquement. Si on crée un nouveau dashboard, on enlève un nouveau dashboard, le lineage va mettre à jour automatiquement. Mais du coup, sur une nouvelle table, comment est-ce que vous êtes capable de tracer que cette colonne de cette nouvelle table vient, je sais pas, d'une combinaison de deux colonnes de deux autres tables, sans forcément creuser dans l'ETL qui les a transformées? Ouais. Et ça, on utilise pas mal de techniques, et notamment les logs. Par exemple, dans l'écosystème de Snowflake, on peut accéder à tous les logs, que ce soit de read ou de create ou edit. Nous, ici, on filtre sur les logs des queries qui passent de edit, et c'est à partir de là qu'on va reverse engineer le lineage d'une manière automatisée. Et ça existe sur AWS? Ouais, j'ai pris l'exemple de Snowflake, mais ça s'adapte à tout n'importe quel type de data warehouse moderne. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie. Bonjour, merci Bonjour. beaucoup pour la présentation. Myriam Alami, BPI. Je suis bien entourée par des PO, des tech leads et système architectes. Nous, à BPI, on est avec Datadog, ce qui n'est pas forcément un secret,
qui est une autre solution Cocorico. Si vous aviez à nous convaincre d'aller sur Sifflé et de ne plus être sur Datadog, quel serait votre argument? Alors, on n'est pas concurrent de Datadog et on n'a pas les mêmes personas et pas le même type d'observability. Enfin, nous, on est parmi les créateurs de cette nouvelle catégorie qui s'appelle Data Observability. Et en fait, avec cette catégorie, en fait, c'est la reproduction de ce qu'a fait Datadog pour tout ce qui est infra et DevOps au monde de la data. Donc aujourd'hui, on n'est pas en concurrence avec Datadog et on ne sera pas amené à changer Datadog, mais plutôt on va focus sur vraiment la couche data, les pipelines de données. Nos utilisateurs, c'est toutes les équipes données, que ce soit data engineers ou data scientists, data analysts, ou même des équipes métiers qui souhaitent être sûrs que la donnée elle est fiable. Mais du coup, on a même des clients qui ont Datadog et Sifflé dans leur stack et en servent des objectifs différents. Bonjour, donc moi j'ai pas vu et je m'en excuse, le début de la présentation, donc peut-être que vous y avez déjà répondu à mes questions. Votre business model, c'est quoi? Alors, on est un SaaS, on a deux types de... Le business model, c'est plutôt sur le type de déploiement et comment ça marche. On a deux types de déploiement, soit SaaS ou Sifflé tourne dans notre cloud. Et du coup, on se connecte sur l'environnement de notre client. Et par contre, on copie aucune donnée. Tout tourne dans l'environnement du client, toutes les queries, etc. Nous, on garde des insights que Sifflé peut voir. Du coup, ça, c'est pour le premier type de déploiement. Le deuxième, c'est une VPC en fonction sur le cloud de nos clients. Et en termes de pricing, comment ça se passe? Nous, le pricing, on a un pricing per usage, en price en fonction de la valeur qu'en crée l'utilisateur, dans le sens où c'est pas un pricing par site ou un pricing par feature, c'est vraiment en fonction des assets qu'on monitor. Et quand on a le produit en limité avec toutes les features unlocked et on peut avoir un nombre limité d'utilisateurs si on souhaite. Et au niveau du lineage, est-ce que vous interfacez avec des catalogues qui seraient déjà en place au sein d'un SI, des data catalogues, je parle? Pour pousser l'information de lignage de Sifflé? Ouais, par exemple, ou pour comparer l'information qui est aussi existante. C'est possible aussi. Mais vous avez des intégrations à date aujourd'hui? Vous me dites c'est possible, c'est prévu ou c'est déjà en place? En fait, nous, ça fait fonction de l'écosystème de nos clients. Nous, notre technologie nous permet de s'intégrer avec n'importe quelle solution qu'on souhaite. On s'intègre dans des écosystèmes avec des catalogues, différents types de catalogues. Mais tout ça pour dire qu'on a une porte ouverte et on peut faire des call API entre les deux outils pour pousser n'importe quel type d'information qu'on souhaite. Ok, merci. Je vous en prie. Bonjour, Marc Bordolin pour PPI. J'ai une question un petit peu deep dive technique. On a vu là que vous s'est connecté avec Data Warehouse, notamment Data Warehouse Redshift, j'imagine, et que vous aussi, vous arrivez en fait à voir toutes les lignages de cette transformation qu'on fait droite à gauche avec des données de Data Lake, et Data Warehouse, etc. Comment est-ce que les produits, il va savoir, par exemple, sous des types de cas dans lesquels les gens ils font des extractions du Data Warehouse, par exemple Redshift, s'il fait des unloads en fichier parquet et qu'il remettent ça sur Data Lake. Comment les applications ils vont savoir cette lignage? Imaginons que cet fichier à la fin il va être exposé via Tena ou via un DataVis. Comment est-ce que l'outil va savoir que ça c'était fait avec une manipulation de type unload de Redshift? En fait, nous, généralement, pour le lineage, comment on fait, c'est que soit on voit le data storage et on essaie de voir les informations qu'on pourrait leverager pour reverse engineer lineage. On peut aussi s'intégrer sur les outils d'ETL qui peuvent nous donner ce type d'informations. Si jamais on a par exemple un Fivetran, je prends l'exemple d'un Fivetran, si on va d'une source à une destination avec un type de process, avec une intégration Fivetran, on a ce type de visibilité-là. Et la troisième approche, c'est un lineage qu'on alimente programmatiquement où on peut spécifier ce type d'informations. Et généralement, avec ces trois approches, on peut couvrir tous les use cases. Maintenant, sur le cas spécifique, ça dépend de avec quel process on bouge la donnée. Si on repose sur des outils qui sont existants sur le marché ou si on fait avec des scripts in-house. Mais dans les deux cas,
avec soit l'intégration à un autre outil ou soit avec le lignage programmatique, on pourrait compléter ce type d'information. Donc forcément, il faut passer sous des scripts dans votre plateforme pour voir cette... parce que sinon, il va falloir que vous pluguez directement sur CloudWatch ou des autres applications pour pouvoir voir la trace. Ouais, effectivement. Donc, Et ça, l'application Sifflet, il fait. Ouais, c'est parmi les intégrations qu'on a sur CloudWatch aussi. Ouais. Que vous tapez CloudWatch pour regarder les logs qui sont extraits. OK, merci. Ouais. Pas d'autres questions? Moi, j'en ai une. Votre concurrent? Alors, nous, cette catégorie, elle est assez récente. Et nous, parmi les créateurs de cette catégorie, aujourd'hui, quand on arrive dans une entreprise, ce qu'on remplace généralement, c'est des outils open source. Pour nommer, par exemple, Great Expectations, par exemple, dans des stacks, on utilise des BT, on peut reposer sur du BT testing. Du coup, je dirais c'est là enfin, c'est les solutions qu'on remplace. Et ce qu'on voit sur le marché, c'est qu'il y a des gens qui soit reposent sur ce type de ressources open source, ou sinon, ils peuvent reposer sur des modules d'autres outils de données pour un peu pallier à toutes les problématiques data quality. OK. Et du coup, les solutions de type Colibra, Data Galaxy, etc., vous les voyez comme partenaires, vous les voyez comme... Plutôt comme partenaire. Et ça revient sur le use case de Data Catalog, où on peut s'intégrer à ce catalogue, par exemple, pour alimenter avec l'information que Sifflet peut trouver. Entendu. Si on a fait le tour des questions, un grand merci et bravo. Merci à tous.